Est-ce qu'on parlerait pas un petit peu de séries, de romances et de sujets un petit peu plus light que les sujets que j'ai abordés les semaines précédentes? Parce que, bien que c'est très important de parler de gros sujets, là, j'en ai ras la casquette, je n'en peux plus. J'ai l'impression qu'il y a que des mauvaises nouvelles et ça nique mon moral. Donc je me suis dit, là, je vais juste me poser et faire un petit épisode blablatage. Je vais vous parler de la dernière série là que je viens de regarder. Donc la série s'appelle Tell Me Lies. En colère, en colère, en colère, en colère. Je vais essayer de pas trop vous spoiler, mais c'est possible qu'il y ait quelques infos qui passent par-ci par-là. Mais le but, c'est quand même que vous ayez à regarder. Donc en fait, c'est une série qui parle d'une meuf qui s'appelle Lucy, qui arrive à l'université. Et globalement, c'est une meuf qui d'habitude, c'est un peu elle, la playeuse, ou en mode elle a pas trop de sentiments vis-à-vis des mecs. Elle s'en fout un peu de briser un peu le cœur d'un gars. Enfin bref, elle en a rien à faire. Et en fait, il y a un gars dans son université qui s'appelle Steven DeMarco, oh my god, qui, la première fois qu'on le voit, ne paraît pas incroyable, genre physiquement. Tu sais, t'es là en mode, mec lambda, il fait partie d'un groupe de potes, et Lucy avec ses copines, elles vont rapidement se rapprocher de ce groupe de gars-là. Et le Steven, tu te dis, random. Et finalement, tu sens qu'en fait, il a un charisme de dingue parce que le mec est un manipulateur de A à Z. Il est très sûr de lui. Et le fait qu'il soit plutôt lambda, tu l'oublies très rapidement si t'arrives à comprendre la dynamique de la relation qui va se mettre en place entre Lucy et Steven. Et ça m'a fait penser à plein de relations que nous on peut avoir dans la vraie vie où, en mode meuf, tu te fais briser le cœur par un mec, franchement, il ressemble à un pouce, tu vois. Et tu sais, t'es en mode, mais comment j'ai bien pu me faire briser le cœur, manipuler, tromper, torturer psychologiquement par un gars qui ressemble à un clou périmé. Genre, franchement, une folie. Et souvent, les gens qui regardent la série sont en mode, ouais, mais comment elle a pu tomber dans ses filets? Alors, moi, je trouve que Steven est quand même magnifique. Je trouve qu'il est. Parce que j'adore l'acteur. Et puis, malheureusement, je me suis rendu compte de mes propres red flags, des choses que j'avais pas guéries en moi. Il y a quelque chose qui m'attire dans quelqu'un qui n'est pas du tout ok. Non pas que je vais aller chercher des relations comme ça, mais je sais au fond qu'il y a toujours quelque chose que je vais trouver un petit peu attirant, tu vois. En mode, bad boy. Mais le mec est méchant, genre le mec est un psychopathe. Je vais pas trop vous donner de détails parce que franchement, allez regarder la série, elle est incroyable. Vous l'aurez compris, Steven et Lucy vont rapidement tomber dans une sorte de relation qui va devenir extrêmement toxique, mais toxique, pas romantisée. Vraiment, on se dit, ouah, mais c'est pas du tout ok. Vraiment, il y a des gros secrets, des tromperies, de la manipulation, de la pression psychologique. C'est comme si d'un coup, Lucy, cette meuf hyper forte qui a l'habitude d'être toujours tout gérer, et ben en fait elle se fait prendre un petit peu à son propre jeu, parce que beaucoup de personnes considèrent qu'elle est aussi un peu toxique quand même, et elle tombe avec pire qu'elle parce que le mec est abominable. Et je me suis demandé qu'est-ce qui nous fait aller vers des personnes qui nous traitent mal, qui, on le sait, nous traitent mal. Peut-être que la première saison, elle se rend pas encore trop compte que le mec est un connard, mais je pense qu'au fond d'elle, elle le sait, et petit à petit, franchement, elle le sait. Mais elle est quand même amoureuse du gars. Y a rien de beau, y a rien de stylé, c'est juste quelqu'un qui te fait purement du mal. Et je pense que c'est parce que, je veux dire un truc lambda, mais tu t'aimes pas toi-même. Moi, par exemple, souvent je me dis, si je sais que je mérite ça, je mérite qu'on me traite bien, certes, et pourtant tu restes dans cette dynamique, ou alors tu répètes les mêmes schémas, et peut-être qu'il y a une partie de toi plutôt logique qui pense qu'elle mérite mieux, mais ça veut pas dire que t'es pas ambivalent ou ambivalente, et qu'il y a pas une autre partie de toi qui a été blessée dans le passé, par exemple. Souvent, c'est dû à notre enfance, donc je sais pas, tes parents t'ont abandonné, ton père était pas présent, ou il y a eu un divorce, ou alors quelqu'un très tôt t'a fait comprendre que t'étais pas assez, ou alors il y a eu un événement qui t'a fait te dire waouh, je suis pas assez bien, ou alors je suis pas importante, ou alors même telle personne ne m'aime pas alors que cette personne est censée m'aimer inconditionnellement. Enfin, peu importe la forme que ça a dans ton enfance. Et ben en fait, ça va créer une réalité dans laquelle tu te dis ah, je mérite pas d'être aimé, la preuve. Et ensuite, tu vas grandir et tu vas découvrir plein d'expériences contraires où tu vas dire bah non, mais en fait, si je suis une bad bitch ou alors je suis trop fashion et nanani, nanana. Et bien sûr que si, parce que qui ne veut pas être heureux et qui ne veut pas être aimé. Et pourtant, il y a quand même cette toute petite part de toi qui est restée bloquée à tel âge. Ça peut être à 6 ans, à 13 ans quand t'as subi du harcèlement, à peu importe. Cette partie de toi qui est en mode ouais non mais je sais que je mérite pas mieux que ça,
et que là, ce à quoi ça ressemble, c'est ça que je mérite. Et c'est ça l'amour. Et du coup, il y a cette toute petite partie de toi qui va quand même romantiser ça dans ton fond intérieur. Tu sais que c'est pas bien et justement, c'est parce que c'est pas bien que tu l'aimes, parce que ce qui fait mal, c'est ce que tu connais le mieux et c'est ce que tu mérites. Tu es habitué à avoir des personnes qui ne t'aiment pas ou à croire que les personnes ne t'aimeront pas. Du coup, tu vas te diriger vers ça et tu vas un peu rester dans ça. Pour moi, là, ce que je dis, c'est un peu le b.a.-ba ou en mode tout le monde le sait. Sauf qu'en fait, je trouve qu'on le conscientise pas assez. Lucie, par exemple, je pense que c'est ça profondément. Genre, par exemple, son père est mort quand elle était très jeune, sa mère est un peu absente. Elle voit, je pense, la douleur comme de l'affection parce qu'au moins, c'est de la douleur qui est constante. Et c'est souvent des schémas dans lesquels les femmes tombent, en tout cas. Parce que comme je l'ai dit, ça vient souvent de traumas d'enfance. Une grande partie des personnes sur cette planète, filles ou garçons, ont des pères absents. Pour une fille, ne pas avoir son papa. Si on part du principe que cette fille est hétéro, la fille a une première relation de base homme-femme qui est déjà synonyme d'échec et de désamour. Là, je suis pas en train de dire que quand t'es enfant, tu es amoureuse de ton père. C'est pas ça que je dis, mais la base que tu as, après, tu vas la répéter de manière amoureuse avec d'autres hommes. Et sauf qu'en fait, ta seule référence en termes d'amour d'un homme en étant une femme, c'est quelque chose de très négatif. D'autant plus qu'on apprend plus aux femmes à ne pas s'aimer. Les femmes n'apprennent pas, quand elles sont enfants, quelles sont leurs priorités numéro un. Alors que je trouve que c'est quelque chose de différent chez les garçons. J'en ai parlé avec ma tatoueuse. Nos projets de vie vont très souvent passer au second plan à partir du moment où un homme entre en jeu dans notre vie. Parce que d'un coup, c'est trop bien, il y a un garçon. Et moi, j'avoue que c'est quelque chose qui parfois m'arrive en mode, j'en oublie un petit peu que j'ai ma vie à moi, que j'ai mes projets à moi, et que cette personne-là n'est pas ma priorité, que ma priorité c'est censé être moi. Les garçons, je trouve que c'est l'inverse. Ou en tout cas au début, hein. Bien entendu, après si tu te maries, j'ose espérer que ton couple c'est quand même une grande priorité, etc. Mais les garçons, je trouve qu'on leur apprend beaucoup plus à avoir des projets de vie, à être focalisés sur leur travail. Et du coup, ce que j'ai souvent vu dans le monde du dating, ça va être des mecs qui disent ouais mais là, je peux pas pour une relation parce que en fait, j'ai vraiment envie de me focaliser sur mon travail, ou en fait je change de travail, ou en fait beaucoup un truc lié au travail. Et mes projets professionnels passent avant une relation de couple. Le but c'est d'avoir ma vie et ensuite si une meuf peut se caler à ça, très bien. Et donc en fait, j'entends beaucoup chez les mecs ce discours de focalisation sur moi, ma vie, et ensuite sur l'autre. Chose qui est top. Moi, j'aurais aimé grandir avec cette idée-là en tête, parce que c'est vrai que le plus important, c'est de te faire passer en premier. Alors que nous, les filles, on nous apprend vraiment, en tout cas, je trouve, l'inverse. Tu peux commencer avec tes projets et ta vie, mais à partir du moment où il y a un garçon, ce garçon-là devient ta priorité. Peut-être que c'est quelque chose qui est aussi lié à nos personnalités, parce que c'est vrai qu'il y a des exceptions, il y a plein de femmes qui mettent leur carrière en premier, avant toute relation. Il y a peut-être des mecs qui font passer la meuf avec qui ils datent en premier. Bon, j'ai jamais vu ça, mais peut-être que ça existe, hein. Et du coup, dans les relations qui sont fondamentalement toxiques, je trouve que c'est beaucoup plus impactant chez les femmes, parce qu'en plus de nos traumatismes qui vont nous faire croire qu'on ne mérite pas d'être aimé, on va avoir cette propension à accepter n'importe quelle forme d'amour et à se mettre au second plan parce qu'on apprend qu'on n'est pas tellement importante. Tant que lui, il est heureux, tant que lui, il a ce qu'il a, peu importe si moi j'en souffre, bon, ces relations toxiques-là, elles durent pas éternellement. Il y en a pour qui ça dure très longtemps. J'ose espérer qu'il y a une fin parce que la meuf va un jour se dire ouais, bon là, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. Ça peut prendre plein de formes différentes. Soit elle va partir, mais si on parle d'une relation très toxique, le mec peut ensuite être violent parce qu'il n'accepte pas que la meuf parte. Et c'est ce qu'on retrouve aussi beaucoup dans cette série-là, dans la série Tell Me Lies. C'est le Steven. Il est là pour ruiner la vie de Lucy, mais il est hors de question que Lucy parte, à moins que ce soit sa décision à lui. Et ça, dans la vraie vie, ça peut prendre des formes vraiment différentes, soit par de la violence physique, soit par du stalking, soit par un féminicide. Et alors là, je m'entends parler quand même et j'ai l'impression que dans ce que je dis, on croit que je remets la faute sur la fille. Pas du tout. J'essaye de comprendre, nous, qu'est-ce qui peut nous attirer, qu'est-ce qui peut nous faire rester. Je veux dire, par exemple, dans la série Tell Me Lies, il y a plein de gens qui disent ah mais c'est de sa faute, c'est de sa faute. Ouais, mais c'est pas la victime. Si, Lucie a ses responsabilités dans les choix qu'elle prend, mais ça veut pas dire que c'est de sa faute. Parce que elle est sous emprise, elle est complètement désorientée, elle subit vraiment des grosses pressions psychologiques. Donc forcément, ses décisions vont être altérées.
Ce n'est jamais la faute de la victime dans le cadre d'une relation toxique. Et ce que je trouve aussi intéressant, je sais pas si vous connaissez le Insta de cette fille qui s'appelle Over the Rainbow, qui était passée dans Ça commence aujourd'hui et qui avait raconté justement qu'elle avait vécu des violences conjugales étant adolescente. Et ce que je trouve fou, c'est que ça prend vraiment racine très tôt et qu'on banalise ça, qu'on banalise beaucoup ça avec les films, les musiques, les livres. On apprend à aimer ça. Et là, je vais me pointer du doigt la première parce que je suis très friande de ce genre de série. Mais je pense que le tout, c'est de se dire, ok, je sais que j'aime ça, mais que c'est pas trop ok. Faut pas que ça soit un fantasme personnel d'avoir ce genre de relation-là. Et en effet, je me rends compte dans ma vraie vie, j'ai pas envie d'avoir une relation avec un mec qui essaye de me contrôler, un mec qui est méchant, qui me fait du chantage. Je pense que ma première relation, il était pas méchant mon ex, mais il était profondément malheureux. Il m'a pas maltraité pendant la relation, mais un peu plus, enfin il négligeait un peu plus le couple qu'autre chose. Mais c'est à partir du moment où la relation s'est finie qu'il y a eu beaucoup de chantage. Mais je pense que j'avais pris certaines décisions de rester ou d'accepter de subir tel ou tel traitement parce que c'était ma première relation et d'autant plus c'était une vision que j'avais de l'amour, de c'est normal. Et ça, c'est pas conscient, hein. Le truc de tu mérites d'avoir de la merde, on se le dit pas. Mais ça veut pas dire que c'est pas à l'intérieur de nous. Mais d'ailleurs, ça peut devenir un peu plus conscient pendant l'activité sexuelle. Bah, il y a une scène comme ça dans Tell Me Lies avec Lucy qui couche avec un gars et elle lui dit dis-moi à quel point je suis pathétique. Bon, après, chacun peut avoir des fantasmes hyper variés. Tu peux vouloir être diminué pendant ton activité sexuelle et peut-être que ça n'a aucun lien avec ton amour-propre, mais dans cette scène-là, on sent bien que c'est que elle pense vraiment qu'elle est pathétique, mais que finalement, et ça j'en ai déjà parlé quand je parlais de viol et tous les fantasmes qui peuvent naître après avoir vécu un traumatisme sexuel, mais justement quand t'es traumatisé, elle dans son cas c'est plutôt des traumatismes émotionnels, tu vas avoir des fantasmes qui peuvent paraître hyper bizarres et des choses qui te donnent du plaisir, qui sont pourtant liées à ta propre souffrance, mais parce que c'est une manière de reprendre le contrôle sur ce traumatisme que t'as vécu. Ah oui, et si j'en reviens à ce que je disais sur ma première relation, je pense qu'il a fallu que je vive ça pour m'orienter ensuite vers des personnes qui pouvaient mieux me traiter. Ensuite, Dieu merci, j'ai fait des années de thérapie et j'ose espérer que la manière dont je gravite autour des gens est différente, que je sais mieux choisir. Et je pense que ça demande un gros travail de déconstruction pour les femmes, pour ensuite se retrouver dans des relations qui sont plus saines. De dire, ok, j'ai vu ça, mais ça, c'est pas un exemple. Ce que je pense être un exemple n'en est pas un. Pour ensuite reconstruire et te dire, ok, qu'est-ce que je veux dans ma vie, qu'est-ce que je ne veux pas, quelles sont mes valeurs, quelles sont mes limites, qu'est-ce qui est un no-go absolu, qu'est-ce que je suis prête à accepter. Il faut que tu laisses ton ambivalence revenir à la surface, auquel cas tu peux pas la traiter. Enfin, la traiter, on dirait que c'est une maladie, mais tu peux pas la comprendre et la gérer. Sauf que c'est très important de savoir qu'est-ce que tu as en toi qui mérite d'être retravaillé, parce que sinon, tu vas justement te rediriger vers ces schémas chelous, genre. Et parce que de toute façon, d'autant plus, je pense, à partir de 30 ans, il te faut une famille, il faut que tu te cases. Genre, c'est plus grave de pas te caser plutôt que de te caser avec la mauvaise personne. C'est plus grave de pas avoir d'enfants plutôt que d'avoir des enfants avec la mauvaise personne. Alors que non, c'est faux, genre. Sauf qu'il y a quand même cette pression sociale-là. De si tu le fais pas, t'es une merde, t'as raté ton objectif de vie. Alors que l'objectif des femmes, il faut remettre les compteurs à zéro, c'est tout comme les mecs, d'avoir leur propre vie. De penser moi je, moi je, moi je, et ensuite si quelqu'un peut se coller à mon projet, tant mieux. Sinon, tant pis. Ça doit être ça qu'on nous apprend. Parce que en même temps, c'est vrai, on est notre priorité numéro 1. Moi, ça c'est une phrase que je me répète constamment. Je marche dans la rue et je suis là, je suis ma priorité numéro 1. Je suis ma priorité numéro 1. Je suis la personne la plus importante dans ma vie. Je suis la personne la plus importante dans ma vie. Parce que c'est vrai, tu peux pas aimer les autres, tu peux pas construire des bonnes relations si tu n'es pas ta priorité. Parce que si tu t'aimes pas, tu peux pas bien aimer. Et tu vas te donner un mauvais exemple, donner un mauvais exemple à tes enfants si t'en as, donc tu vas pas aider qui que ce soit, ni toi ni les autres. Les femmes, il faut qu'on reprenne le dessus sur nos vies, nos objectifs, et on va pas mourir si on est seul. On va pas mourir si on n'a pas un mec avec nous. C'est ce qu'on croit, mais on va pas mourir en vrai. Justement, il y a énormément de meufs qui vont se marier, qui vont accepter ça parce qu'elles vont penser que c'est obligatoire, sinon qu'est-ce qu'on va faire avec ma vie, là. Et puis ensuite, il y a le divorce.
qui est plutôt socialement accepté maintenant. Et ensuite qui vivent leur best life, divorcés, seuls, et qui se disent en fait maintenant, c'est bon, j'ai fait ma vie, maintenant je peux être libre. Sauf qu'en fait, t'as le droit d'être libre dès maintenant. Donc choisis-toi, choisis ta vie, choisis tes projets, et ensuite si quelqu'un se colle à ça, c'est tant mieux. Voilà. C'est vraiment un épisode en pleine douceur, aujourd'hui. J'ai même pas envie de finir par en colère. Bon si, on reste en colère quand même un peu, parce qu'il y a des connards. Oui voilà, c'est ça qu'il faut qu'on se dise. On déteste les relations toxiques. Ça nous met très très en colère. Voilà. Vous venez d'écouter un épisode du podcast En colère. Si vous êtes toujours zen, c'est que vous n'avez pas écouté assez fort. Vous trichez. Bon alors maintenant, soit vous allez crier dans votre oreiller, soit vous écoutez l'épisode d'après. Allez, oust.